La fille d'une femme de ménage lança un signal secret de détresse qu'un seul chien policier dressé pouvait comprendre, et la réaction explosive de l'animal figea tout le hall de la gare. À première vue, rien d'inhabituel, une matinée ordinaire à la gare de Lyon, avec son flot incessant de voyageurs, des pas qui claquaient sur le sol de pierre des valises, qui roulèrent des voix qui s'empilaient en un bourdonnement continu. Mais au cœur de tout ce vacarme, une guerre silencieuse venait de commencer, une guerre que personne ne voyait. Une fillette était traînée par une femme au sourire trop poli, une main trop serrée, une allure trop rapide, et puis le signal. Un léger tremblement, rythmé, tapoté contre sa propre jambe, un code secret transmis jadis par un grand-père mourant à une enfant, pour le jour où elle devrait être sauvée sans pouvoir parler. Bleu, le chien de la brigade cynophile, s'immobilisa net. L'officier David Moreau tira doucement sur la laisse. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? » Mais le chien refusa d'avancer. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un enlèvement évité dans une gare, c'est celle d'un code de soldat oublié, réactivé au cœur d'une foule, et de ce qu'il allait révéler ensuite. Une petite fille blonde allait se perdre à jamais dans la marée humaine. Mais elle portait en elle un secret, l'ultime espoir d'un vieux militaire. Et celui qui allait le comprendre n'était même pas un humain. Le grand hall de la gare de Lyon résonnait comme une mer de bruit. Des milliers de pas résonnaient sur les dalles claires, des voix montaient jusqu'à la verrière, se mêlant en une rumeur nerveuse. C'était le son d'une ville pressée. L'officier David Moreau se tenait près du grand escalier calme au milieu du tumulte. Il ajusta sa casquette, balaya la foule d'un regard attentif et précis. À ses côtés, respirant tranquillement, son partenaire bleu berger allemand de la police. Son pelage noir et fauve luisait sous la lumière, et ses yeux vifs ne manquaient rien. Ils travaillaient ensemble depuis 6 ans, à patrouiller les quais, à observer des adieux, des retrouvailles ou des départs sans retour. Leur lien s'était tissé dans le silence, lors des longues nuits de service, des entraînements épuisants et de quelques moments d'urgence, purs où l'instinct prenait le relais. David faisait confiance à Bleu plus qu'à bien des hommes. Le chien ne mentait jamais. « Juste un lundi de plus, hein ?» mon vieux, murmura David en posant la main sur la tête de l'animal. Une oreille de Bleu frémit. Sa queue remua paresseusement. Son rôle n'était pas de poursuivre, son rôle était de savoir, spécialiste des sens. Il détectait l'invisible, les odeurs, les émotions, les tensions que les humains tentèrent de cacher. Mais la plupart du temps, sa simple présence suffisait. Il était un symbole rassurant de sécurité. Le haut-parleur annonça un retard pour le train de 10h30 à Marseille, et un murmure de mécontentement parcourut les voyageurs. Une vieille dame, le visage sillonné de rides, peinait à tirer une valise trop lourde. Son billet glissa et tomba au sol. Avant qu'elle ne se penche, David était déjà là. « Doucement, madame, dit-il avec un sourire. « Laissez-moi vous aider. »« Oh, merci, jeune homme, souffla-t-elle d'une voix fragile. Elle regarda Bleu assis sagement. « Il est gentil. En service, il est très sérieux, » répondit David en posant la valise sur un banc. « Mais il a bon cœur. Il a l'air si concentré, » dit-elle en portant la main à sa poitrine. « Il veille sur tout le monde, madame. » « Bon voyage. » La femme le remercia encore et s'éloigna. David reprit son poste. Son regard glissa sur la foule. Un cadre essuyait du café sur sa cravate. 2 étudiantes riaient en partageant des écouteurs. Une mère essayait de calmer 3 petits surexcités. Tout semblait normal. Trop normal. L'expérience avait appris à David que ce mot-là, routine, était dangereux. Le danger ne prévient jamais. Il se cache dans l'ordinaire jusqu'à l'instant où il se dévoile. Bleu, qui s'était détendu, releva soudain la tête. Son corps ne bougea presque pas, mais David sentit la tension. Le rythme de la respiration du chien avait changé.
Fini le halètement tranquille. C'était désormais une série d'inspirations brèves et tranchantes. Son nez analysait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» chuchota David. Bleu ne grogna pas, n'aboya pas. Il fixa un poing dans la foule, oreille dressée, muscles tendus. Quelque chose bougeait vers les quais ouest. David suivit le regard de son partenaire. Au début, il ne vit rien qu'une mer de visages fatigués, pressés, distraits. Puis il la vit, une femme élégante, manteau gris clair, démarche rapide. Trop rapide. Elle tirait par la main une petite fille. La fillette était petite, 7 ou 8 ans tout au plus, avec des cheveux blonds tombant en mèches emmêlées sur ses épaules. David les observa. En apparence, c'était une mère pressée, peut-être en retard pour son train. Mais l'instinct du policier, affûté par des années de service, lui soufflait autre chose. La main de la femme ne tenait pas celle de l'enfant, elle la serrait. Ses jointures étaient blanches. La petite Anna trébuchait pour suivre le rythme. La tête basse, elle portait une robe simple et des baskets usées qui juraient avec le manteau luxueux de la femme. Bleu fit un pas en avant et poussa un souffle grave et hésitant. Ce n'était ni la drogue, ni la poudre qu'il sentait. C'était la peur pure, âcre chimique. Le sang de David se ralentit, sa concentration se fit tranchante. Il fixa la fillette pâle, épuisée, les yeux agrandis par la panique, cherchant non pas les panneaux ni les lumières, mais une issue. La femme Éléonore Vasseur la tira brusquement. « Avance plus vite, Anna, on ne peut pas rater ça », siffla-t-elle d'une voix cassante. « J'ai besoin d'aller aux toilettes », murmura l'enfant. « Non », coupa Éléonore glaciale. « Tu iras dans le train. Marche. » La dureté du ton, la colère contenue, frappèrent David comme une gifle. Il avait une fille, lui aussi. Il savait reconnaître la voix d'un parent agacé, et celle-ci n'en était pas une. Ce n'était pas de l'impatience, c'était du contrôle. Dans la tête terrorisée d'Anna, un souvenir refit surface, sa vraie mère. Marie l'avait embrassée ce matin-là. Elle portait sa blouse bleue de femme de ménage, les mains abîmées par les produits. « Sois sage, avec Madame Vasseur », ma chérie avait-elle dit en l'embrassant sur le front. « Elle t'emmène juste au musée pendant que je travaille. Je viendrai te chercher ce soir. » Madame Vasseur, l'employeuse de sa mère toujours si polie, si aimable, et maintenant celle qui l'entraînait vers un train dont sa mère ignorait tout. « Où va-t-on » avait demandé Anna la voix minuscule. Une surprise avait répondu Éléonore, le sourire sans chaleur. Un long et merveilleux voyage. À présent, la terreur s'était logée au creux du ventre d'Anna, quelque chose n'allait pas. Tout était faux. Elle pensa à son grand-père, le sergent Léon Dubois, qu'elle appelait simplement sergent. Un vieil homme droit comme un mât, au regard perçant, ancien militaire décoré. Il vivait dans une petite maison propre qui sentait le café et le savon. C'était lui qui lui avait appris les jeux. Le monde est rusé, Anna Bogg lui avait-il dit l'été dernier sur le perron. Si un jour tu as peur et qu'on t'empêche de parler, fais ceci. 3 petits tapotements sur la jambe, une pause, puis 3 autres. C'est un vieux code de soldat. Cela veut dire « je suis là, je suis en danger ». C'est à la fois une question et une réponse. Continue de le faire. La bonne personne comprendra. Maintenant, dans le tumulte éclatant de la gare, Anna suffoquait de peur. Sa gorge était serrée. Elle ne pouvait pas crier. Les doigts d'Éléonore s'enfonçaient dans son bras. Elle regarda autour d'elle, les larmes aux yeux cherchant un visage n'importe lequel. Et puis elle le vit, un policier, grand. Et à côté de lui, un grand chien magnifique. Le chien la regardait. La main libre d'Anna tremblait. Elle la posa contre sa cuisse, et malgré la panique, les mots de son grand-père résonnèrent dans sa tête. La bonne personne verra. Elle commença à taper.
de petits gestes frénétiques, presque invisibles comme une fillette qui gigote. David Moreau faillit ne pas le remarquer. Il observait surtout le visage de la femme, ses regards d'oiseau nerveux vers lui. Mais Bleu, lui, ne manqua rien. Le chien quitta la piste de l'odeur de peur pour se fixer sur la main de l'enfant. Il vit le rythme. Il reconnut le motif. Bleu avait été formé à détecter les schémas dans les odeurs, dans les comportements. Et celui-ci était clair, désespéré, délibéré. Son corps se raidit, sa tête s'abaissa légèrement. Puis il fit quelque chose qu'il n'était jamais censé faire en patrouille. Il émit un gémissement bas et inquiet. Le son perçant dans le vacarme attira quelques regards. Le cœur de David battit fort. C'était ça. Le 1%. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Murmura-t-il. Ses yeux se fixèrent sur la petite fille. Il vit le rythme, le code. Ce n'était pas du morse, mais c'était bien un signal. Éléonore Vasseur vit que le policier les observait. Elle vit sa concentration. La panique traversa ses yeux. Elle tira brusquement le bras d'Anna. « Arrête ça. Arrête de gigoter », siffla-t-elle avant d'accélérer le pas, cherchant à se fondre dans la marée humaine. Mais Bleu fit un autre pas. Le grondement qui montait de sa gorge s'intensifia, se transformant en un rugissement grave et continu. Ce n'était pas un grognement d'agression, mais un avertissement, une exigence silencieuse. « Arrêtez, quelque chose ne va pas. » David posa la main sur la laisse. « D'accord, partenaire. Je vois. On y va. » Il se mit en mouvement, non pas en courant, mais avec cette détermination calme qui fendait la foule. Il traça une trajectoire pour croiser la leur d'un pas assuré, mais non menaçant. « Excusez-moi, madame », lança-t-il d'une voix polie mais ferme. Éléonore tressaillit sans s'arrêter. « Madame », répéta-t-il plus fort. « Officier Moreau, je vous demande de vous arrêter un instant. » Éléonore se figea, se retourna lentement, tirant Anna derrière sa jambe comme un bouclier. Elle afficha un sourire crispé. « Officier, y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë. « Nous sommes affreusement en retard pour notre train. » « Simple contrôle de routine. » Madame, répondit David, en s'arrêtant à quelques pas. Il resta détendu, les mains bien visibles. Mais Bleu, lui, ne l'était pas. Le berger allemand s'était avancé, se plantant solidement entre David et la femme rigide, comme une statue, les yeux rivés sur la fillette cachée sous le manteau. Anna avait cessé de taper. Elle était pétrifiée, la main crispée sur le tissu d'Éléonore. « Qu'a votre chien ?» s'écria celle-ci, le sourire tremblant. « Il grogne. Il fait peur à ma fille. » David ignora la plainte. Il abaissa la voix douce et posée. « Salut, ma puce. »« Comment tu t'appelles ?» Anna regarda le sol muette. « Réponds à l'officier » insista Éléonore. « Annie, dit-elle sèchement, en serrant l'épaule de l'enfant. « Dis-lui que tu t'appelles Annie. » La fillette sursauta sans un mot. Alors Bleu fit quelque chose que David n'aurait jamais imaginé. Le chien dressé depuis 6 ans à garder la distance rompit son ordre de assis. Il avança lentement de 2 pas, puis s'allongea sur le sol de pierre, posant la tête sur ses pattes. Il fixa Anna et laissa échapper un gémissement long et doux. Ce n'était pas un cri d'alerte, mais un son de réconfort le même qu'il faisait quand la fille de David était malade. Un son bouleversant qui disait « Je te vois, je suis là ». La réaction fut immédiate. La petite fille silencieuse jusque-là éclata en sanglots. Ce n'était pas un simple pleur, c'était un cri étouffé, déchirant, contenu depuis des heures. Le visage d'Éléonore devint livide de colère. « Voilà bravo, vous l'avez terrorisée » hurla-t-elle, mais David ne la regardait plus. Il observait Bleu si calme, si tendre. Et la fillette qui pleurait, non pas de peur, mais parce qu'enfin, pour la première fois de la journée, elle se sentait en sécurité. « Madame, dit-il d'une voix glaciale, dénuée de toute politesse,
Veuillez m'accompagner immédiatement contre le mur. La gare grouillait d'anonymes. Les passants continuaient leur course inconscients du drame discret qui se jouait près de l'escalier, pour David, Anna et Éléonore. Le monde s'était réduit à ce point minuscule et vibrant. « Je refuse d'être traitée ainsi », protesta Éléonore, la voix tremblante de peur et de rage feinte. « Je suis une citoyenne respectable. Vous n'avez aucun droit. J'ai un signal d'alerte. » Brigade cynophile. Madame, répondit David d'un ton neutre et implacable. Mon partenaire est un officier hautement entraîné et son alerte me donne tous les droits nécessaires. Il désigna d'un signe de tête un renfoncement plus calme près du poste de la police ferroviaire. Par ici, s'il vous plaît. Ce sera plus discret si vous coopérez. Le visage d'Éléonore se durcit. Elle comprit qu'elle était prise. Insister attirerait l'attention. Elle hocha la tête brusquement, gardant sa main sur l'épaule d'Anna. Elle poussa l'enfant en avant. Bleu les suivait de près, son corps légèrement en retrait, derrière la fillette, comme pour la protéger de celle qui prétendait être sa mère. Ses mouvements étaient du fluide, précis, une ombre silencieuse, une promesse de sécurité. Arrivé dans l'alcôve, David s'arrêta. « Madame, lâchez l'enfant. » « Hors de question, » cria Éléonore. « Elle est terrifiée. »« Vous lui faites peur. »« Lâchez-la, » répéta David, cette fois sans détour. Les yeux d'Éléonore passèrent de lui à bleu. Le chien était assis, mais ses muscles bandés. Il observait chaque geste de la femme. Lentement, comme si elle manipulait un serpent, Éléonore relâcha la fillette. Aussitôt libre, Anna recula de 2 pas, créant un espace entre elles. Elle trébucha presque sur Bleu, qui ne bougea pas, la laissant se réfugier contre son pelage épais. Un geste infime désespéré, celui d'un enfant qui cherchait instinctivement la protection. Le cœur de David se serra. Il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de l'enfant, ignorant totalement Éléonore. « Salut, » dit-il doucement. « Je m'appelle David, et ce grand monsieur, » ajouta-t-il en caressant la tête du chien, « c'est Bleu. » Anna fixa l'animal de ses yeux pleins de larmes. Elle renifla et essuya son nez avec la manche de sa veste rose. « C'est un bon chien, dit David. C'est mon partenaire. Nous sommes là pour t'aider. »« Nous n'avons besoin d'aucune aide, » coupa sèchement Éléonore. « Nous devons prendre notre train. Et je déposerai une plainte officielle. Donnez-moi votre numéro de matricule. »« Vous l'aurez, madame, » répondit David, sans la regarder, son attention restant sur la fillette. « Ce que tu faisais avec ta main tout à l'heure, ces petits tapotements, c'était très intéressant. » Anna se figea les yeux tournés vers Éléonore, terrifiée. « C'est une manie, » dit rapidement la femme. « Elle fait ça tout le temps, un tic nerveux. » David observa Anna. Était-ce vraiment une manie ou un jeu? La lèvre inférieure de la fillette trembla. Elle leva les yeux vers le visage bienveillant du policier, puis vers le regard calme de Bleu. Le chien cligna lentement des yeux apaisants. « Qui t'a appris ce jeu? » demanda David d'une voix douce. Long silence. On n'entendait plus que la voix lointaine des annonces dans la gare. Puis Anna murmura un mot si bas que David faillit ne pas l'entendre. « Sergent ». Le mot le frappa comme un courant. Sergent. Ce n'était pas un prénom, c'était un grade. Sergent, répéta-t-il, c'est un soldat. Anna hocha la tête, ses cheveux blonds cachant son visage. C'est mon grand-père. Ton grand-père, répéta David. Et soudain, tout prit sens. Il avait lui-même un oncle ancien, combattant, qui lui avait parlé des vieux codes militaires. Toc, toc, toc. Pause. Toc, toc, toc. Pas du morse. Un signal plus simple. Je suis là. Je suis en danger. Tu es une petite fille très intelligente, dit David. Le sergent t'a bien formé. Une lueur de fierté,
La première émotion non effrayée qu'il voyait sur son visage traversa celui d'Anna. « Je suis sa tutrice légale », cria Éléonore. La voix de plus en plus aiguë, des passants commençaient à s'arrêter. « C'est un enlèvement ?»« Vous nous enlevez, madame », dit David en se redressant de toute sa hauteur, formant un mur entre la femme et l'enfant. « Comment vous appelez-vous ?»« Éléonore Vasseur, et je vous ordonne de nous laisser partir. » Et le prénom de l'enfant Anna. « Anna Vasseur, c'est ma fille. » David baissa les yeux vers la fillette. « C'est vrai? Tu t'appelles Anna Vasseur ?» Anna hésita, regarda Éléonore, dont le regard brûlant lui intimait de se taire. Puis elle baissa les yeux et secoua imperceptiblement la tête. « Je vois », murmura David glacé. Il attrapa sa radio. « Madame, je vous place en garde à vue pour suspicion d'enlèvement d'enfant. Vous n'avez pas le droit de quitter les lieux. »« C'est insensé », hurla Éléonore. « J'ai ses papiers. Son passeport. Nous partons en vacances. Alors vous ne verrez aucun inconvénient à me les montrer, » répondit David. « Et vous ne verrez aucun mal à ce que j'appelle votre mari ou le père de l'enfant. » Le visage d'Éléonore se décomposa. La mention d'un mari d'un père frappa juste. Toute sa façade s'effondra. « Je, balbutia-t-elle. « Main dans le dos, madame, » dit David. Éléonore Vasseur regarda le policier puis le chien qui s'était redressé et se tenait désormais devant l'enfant en garde. Elle posa enfin les yeux sur la petite fille qui l'avait trahie d'une main tremblante. Sa rage se dissipa, remplacée par une détresse pathétique. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, « vous ne comprenez pas? J'avais juste besoin. » « Vous pourrez tout m'expliquer au commissariat, » répondit David en détachant les menottes de sa ceinture. Au même moment, à une trentaine de kilomètres de là, Marie Dubois essuyait le plan de travail en granit d'une cuisine. Petite femme aux cheveux blonds tirés en queue de cheval, elle portait sa blouse bleue impeccable de femme de ménage. Ses mains étaient rouges et rêches à force de produits ménagers. Elle travaillait chez Madame Vasseur depuis 2 ans. Le salaire était correct suffisant pour garder un petit appartement propre pour elle et sa fille Anna. Madame Vasseur avait toujours été distante froide dans cette grande maison stérile, qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer sans rire d'enfants, sans dessin sur les murs. Et puis, 1 mois plus tôt, un changement soudain, et Éléonore s'était mise à s'intéresser à Anna. Elle lui avait offert des cadeaux, une robe, une poupée. « C'est une adorable fillette, Marie », avait-elle dit d'un sourire trop brillant. « Elle doit se sentir seule avec vous, qui travaillez tant. »« Nous nous débrouillons bien, madame », avait répondu Marie mal à l'aise. « Allons donc, laissez-moi l'emmener quelque part. Le musée Le Zoo, ce sera un plaisir pour nous deux. » Marie avait hésité, mais le travail était important. Et Anna était si joyeuse. Ce matin-là, elle avait grimpé dans la voiture noire et brillante de Madame Vasseur, agitant la main. « Au revoir, maman, on va voir les dinosaures. » Et maintenant, quelques heures plus tard, Marie se trouvait dans la petite chambre bien rangée de sa fille pliant du linge. Elle ouvrit un tiroir pour y ranger des chaussettes, et là elle le vit. La poupée préférée d'Anna, un vieil ours en peluche borgne qu'elle appelait Barnaby, reposait là. Anna n'allait jamais nulle part sans Barnaby, ni au parc, ni au magasin, et sûrement pas au musée. Un frisson glacé parcourut le dos de Marie. Elle se dit qu'elle exagérait qu'Anna, excitée, l'avait simplement oubliée. Elle reprit son travail dans le bureau de Madame Vasseur. En se penchant pour vider la corbeille, elle aperçut sur le dessus un papier froissé, un itinéraire de train. Pas un vol. Un départ de la gare de Lyon vers Lyon-Pardieu, 2 passagers aller simple pour ce matin. Le souffle de Marie se coupa net. Elle se redressa le cœur battant à tout rompre. « Non », murmura-t-elle. Elle avait dit le musée.
Elle se mit à courir dans le couloir jusqu'à la chambre d'Éléonore. Tout y était impeccable, tiré au cordeau. Le regard de Marie tomba sur le placard, une partie entière était vide, les cintres nus, et sur l'étagère, l'emplacement où Madame Vasseur rangeait habituellement ses chaussures de voyage était désert. « Non, non, non » balbutia Marie. Ses mains tremblaient quand elle sortit son téléphone bon marché. Elle appela le numéro de Madame Vasseur. Messagerie directe. « Madame Vasseur, c'est Marie » dit-elle, la voix serrée de panique. « Rappelez-moi, je vous en prie. Je suis inquiète. Vous n'êtes pas au musée, n'est-ce pas? » « Où est Anna, elle » raccrocha, rappela. Messagerie encore. Elle se rua vers la porte d'entrée, le cerveau en ébullition. Elle pouvait aller au musée vérifier, mais au fond d'elle, elle savait. L'ours oubliait le placard vide, le billet allait simple. Elle regarda l'horloge murale, 10h45. Le train partait à 10h50. Trop tard. Sa fille était partie. Marie s'effondra contre le mur, un cri étranglé s'échappant de sa gorge. Elle n'avait pas de voiture, personne à appeler. Puis elle pensa à son père, le sergent Léon Dubois. Il était vieux discret, mais c'était un soldat. Il saurait quoi faire. Elle se releva brusquement, essuyant ses larmes, et sortit en courant, composant le 17. « Je m'appelle Marie Dubois », cria-t-elle dans le téléphone en descendant l'allée bordée d'arbres. « Ma fille. Ma patronne a enlevé ma fille. » Pendant ce temps, à la gare de Lyon, dans l'alcôve, David parlait dans sa radio. « Centrale ici, brigade cynophile Moreau. J'ai un enlèvement parental confirmé dans le hall principal. Une femme adulte en garde à vue. L'enfant est saine et sauve. »« Bien reçu, agent Moreau », répondit la voix de la centrale. « Les renforts arrivent sur place. Avez-vous besoin d'assistance supplémentaire? » David regarda Anna. La fillette venait enfin de lâcher bleu. Elle se tenait droite, pâle, mais calme, les yeux grands ouverts, observant tout. « Négatif central », dit David. « La situation est sous contrôle. Mon partenaire s'en est parfaitement chargé. » Éléonore Vasseur restait muette, les épaules affaissées. Toute résistance avait disparu. Elle n'était plus qu'une femme en manteau coûteux, les poignets menottés derrière le dos. « Et maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Maintenant, » répondit David, « on attend mes collègues et on retrouve ta maman. » Il adressa à Anna un sourire rassurant. « Ta maman? Comment s'appelle-t-elle? » « Marie, » répondit Anna d'une voix claire. « Elle s'appelle Marie. »« Très bien, Anna, » dit David. « On va appeler Marie. » Mais au moment où il sortait son téléphone, la radio grésilla de nouveau. « Brigade cynophile, Moreau, information urgente. Nous venons de recevoir un appel au 17 d'une certaine Marie Dubois, signalant l'enlèvement de sa fille de 8 ans, Anna par son employeuse, une Éléonore Vasseur. Appel émis depuis la résidence Vasseur à Neuilly. Pouvez-vous confirmer l'identité de l'enfant David ?» posa les yeux sur la petite fille blonde, celle qui avait retenu la leçon de son grand-père, celle qui avait eu confiance en un chien. « Confirmation, centrale », dit-il, la voix émue. « L'enfant est Anna Dubois. Elle est ici. Elle est en sécurité. » Pour la première fois, Bleu se détendit. Il s'assit près de David et poussa un long soupir apaisé. Sa mission était accomplie. Le bruit de la centrale s'éteignit et pendant une seconde, le vacarme de la gare sembla revenir, remplissant le silence. Anna grelottait malgré la douceur de l'air. L'adrénaline l'abandonnait, laissant un froid profond. Elle fixait les menottes au poignet d'Éléonore, puis la radio sur l'épaule de David. Tout cela était réel. 2 agents supplémentaires arrivèrent, un homme et une femme, le visage grave. David s'avança pour les accueillir. « Voici la suspecte Éléonore Vasseur », expliqua-t-il à voix basse. « Et voici l'enfant Anna Dubois. La mère Marie Dubois se trouve à Neuilly », précisa David dans sa radio.
C'est elle qui a passé l'appel d'urgence. L'agente présente officière Chouin, une femme au visage franc et bienveillant, jeta un coup d'œil derrière David vers la petite fille. Elle remarqua la veste rose, les joues pâles et la façon dont Anna se pressait contre le pelage du chien. Chouin détacha une petite bouteille d'eau accrochée à sa ceinture et s'approcha doucement, ignorant Éléonore. « Coucou, dit-elle d'une voix douce. Tu as l'air d'avoir soif, non? » Anna leva les yeux vers David, cherchant son approbation. Il hocha la tête. « C'est bon, Anna. Ce sont mes collègues. Elles sont là pour t'aider. » Les petits doigts tremblants d'Anna saisirent la bouteille, mais elle n'arrivait pas à dévisser le bouchon. L'officière Chouin s'agenouilla, les genoux craquants, prit la bouteille avec délicatesse, dévissa le bouchon et la lui rendit. « Voilà ma puce. » Anna but une gorgée rapide, haletante. L'eau était froide. Elle était réelle. Pendant ce temps, l'agent masculin s'approcha d'Éléonore. « Madame, vous allez venir avec moi, » dit-il d'un ton neutre. Éléonore Vasseur ne résista pas. Toute combativité avait disparu. Elle n'était plus qu'une silhouette vide, son manteau luxueux désormais semblable à un déguisement. En s'éloignant, elle tourna la tête vers Anna. Son regard était étrange, pas de colère, mais une faim douloureuse, un abîme de perte. David se plaça devant elle, coupant sa vue. « Allons-y, madame, » dit-il. À Chouin. On la conduit au poste, à l'écart de la foule. Puis il fit signe à la fillette. « Anna, tu viens avec moi, et l'officier bleu. On va aller dans un endroit tranquille, d'accord? On va attendre ta maman. » Anna hocha la tête. Elle fit un pas puis un autre. Bleu se leva, marcha à ses côtés, présence chaude et solide. La fillette et le grand chien avancèrent lentement côte à côte, laissant derrière eux le vacarme du hall. À plusieurs kilomètres de là, Marie Dubois courait dans l'allée bordée d'arbres du domaine Vasseur. Les pelouses parfaites et les massifs de fleurs floues défilaient autour d'elle. Elle pleurait en parlant au téléphone avec l'opératrice du 17. « Ma fille Anna, vous devez la retrouver. Madame, calmez-vous, où êtes-vous? À la maison, chez Madame Vasseur, c'est elle. Elle a pris ma fille. » Madame fit soudain la voix de la standardiste plus vive. « Nous avons un signalement. Une unité cynophile à la gare de Lyon a retrouvé une enfant blonde de 8 ans. Ils ont arrêté une femme nommée Éléonore Vasseur. » Marie s'arrêta net au milieu de la route. Ses jambes flanchèrent. Elle tomba assise sur l'asphalte, le téléphone collé à l'oreille. « Quoi qu'avez-vous dit? »« L'enfant est saine et sauve, madame. Elle est avec la police. » Le soulagement fut si brutal, si total, qu'il lui coupa le souffle. Marie éclata en sanglots haletantes. « Elle est en sécurité. Oh mon Dieu, elle est en sécurité. » Après un instant, la panique revint. « Il faut que j'aille la rejoindre. Je dois la voir. » Elle regarda autour d'elle. Elle était loin de la gare sans voiture, sans argent pour un taxi. Madame reprit la standardiste. « Des unités arrivent vers vous, mais vous êtes en banlieue. Le transfert vers Paris prendra du temps. » Non, dit Marie, retrouvant sa lucidité. « Non, je sais qui appeler. » Elle raccrocha ses doigts glissants de sueur, cherchant un contact. Elle trouva le nom, Papa. Elle appuya. Une sonnerie. 2. Marie, ma fille, qu'est-ce qui se passe? La voix de son père, usée par 75 ans de vie et de vent mais solide, résonna à l'autre bout. « Papa, sanglota-t-elle, c'est Anna, Madame Vasseur, elle l'a emmenée, elle a essayé de la prendre en train. » Un silence répondit. Pas un silence de doute, un silence de concentration glaciale. « Où est Anna maintenant? » demanda le sergent Léon Dubois, la voix d'acier. « Elle est en sécurité. La police l'a retrouvée à la gare de Lyon. Un agent cynophile l'a sauvée. »« Papa, je suis à la maison. Je ne peux pas, je n'ai aucun moyen d'y aller. »
Reste où tu es, dit le sergent d'un ton ferme. Je suis à 10 minutes. J'arrive. On va chercher ma petite fille. La ligne se coupa. Marie se releva sur des jambes tremblantes. Elle avança jusqu'au portail de pierre et regarda la route le cœur battant. Jamais elle n'avait eu aussi peur, ni été aussi reconnaissante envers son père. À la gare de Lyon, dans le petit poste de police ferroviaire, la pièce sentait la cire et le café froid. Ce n'était pas un endroit pour une enfant. Anna était assise sur un banc en plastique, les pieds suspendus dans le vide. L'officière Schwinn avait posé sur ses épaules une couverture grise et épaisse. Le poids la rassurait. Bleu couché à ses pieds n'était plus l'agent vigilant, mais simplement un chien. Il avait posé sa grosse tête sur les baskets usées de la fillette et respirait lentement, paisiblement. David était au téléphone, le dos tourné à la fillette, parlant à voix basse avec la police de Neuilly pour confirmer la localisation de Marie. « Oui, c'est exact, dit-il. Le grand-père vient la chercher. Le sergent Léon Dubois. Ils sont en route. » Il écouta un instant. « Oui, elle va bien. Un peu secouée, mais honnêtement plus solide que moi. » Il raccrocha, se retourna et vint s'asseoir sur le banc, à quelques pas d'Anna sans l'envahir. « D'accord, ma puce, dit-il d'une voix douce. Ta maman est en route. Et ton grand-père aussi. » Anna leva les yeux. C'était la première fois qu'elle le regardait droit dans les yeux. « Le sergent vient. »« Oui, » répondit David avec un sourire. « J'ai entendu dire que c'est lui qui t'a appris ce code, ces tapotements. » Anna hocha la tête, traçant inconsciemment le motif sur sa jambe. « C'est militaire, » dit David avec respect. « De la vieille école. Je suis étonné que tu le connaisses. Et encore plus d'avoir su le reconnaître. » « Le sergent a dit que c'était pour les urgences, » murmura Anna. « Il a dit que si je ne pouvais pas parler, je pouvais taper. Et que les bonnes personnes comprendraient. » « Et il avait raison, » répondit David. « Même si je dois admettre que ce n'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est mon partenaire. » Anna baissa les yeux vers la grosse tête, velue posée sur ses pieds. La queue de bleu remua doucement sur le sol. « C'est un bon chien, dit-elle. »« Le meilleur, répondit David. » Anna prudemment tendit la main. Elle n'osa pas le toucher tout de suite. Sa petite main resta suspendue près de son museau. Sans bouger la tête, Bleu renifla doucement ses doigts, puis poussa son nez froid et humide contre sa paume. Anna soupira une respiration tremblante. Un minuscule sourire naquit au coin de ses lèvres, le premier que David voyait. « Il m'aime bien, dit-elle. »« Oh oui, répondit David. Il savait que tu étais spéciale. Il savait que tu étais une soldate comme ton grand-père. » La fillette se redressa un peu. Le mot « soldate » sembla lui rendre une part de son courage. Elle n'était plus une enfant perdue. Elle était une petite soldate. Dans une pièce plus loin, l'atmosphère était tout autre. Grise froide. L'inspecteur Hervé Lemoine avait laissé Éléonore Vasseur seule pendant 10 longues minutes. La colère s'était éteinte. Il ne restait qu'un vide hébété. Quand il revint, il tenait une feuille de papier. Son visage n'était plus dur, mais empreint d'une profonde tristesse professionnelle. « J'ai élargi mes recherches, Madame Vasseur, » dit-il doucement en s'asseyant face à elle. « Pas seulement les comptes, mais les registres civils médicaux. » Éléonore ne leva pas les yeux. « Vous n'avez pas seulement essayé d'avoir un enfant pendant 10 ans, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec précaution. « Vous en aviez un. » La tête d'Éléonore se redressa brusquement. Ses yeux s'emplirent d'une douleur si vive qu'elle en parut méconnaissable. « Vous n'avez pas le droit, » murmura-t-elle. Le moine posa la feuille sur la table, tournée vers elle. C'était un document administratif banal, un certificat de décès. Émilie Vasseur lut-il. Décédée il y a 14 mois. Tumeur cérébrale, maligne. 7 ans. Éléonore fixa le nom.
Émilie, souffla-t-elle. Le moine ajouta d'une voix lourde de pitié. J'ai trouvé une photo dans un dossier d'aide sociale. Elle avait les cheveux blonds, petite pour son âge. Elle ressemblait beaucoup à Anna Dubois. Alors le barrage céda. Ce ne fut pas un cri de rage, mais le hurlement d'une mère. Une douleur sans fond traversant la pièce comme un coup de tonnerre. Éléonore s'effondra sur la table, secouée de sanglots arrachés à son âme. « Elle se ressemble, sanglota-t-elle. Je l'ai vue au marché avec sa mère il y a un mois. C'était elle. Mon Émilie, elle était revenue. Elle était là, juste là. » Le moine la laissa pleurer longtemps. C'était la vérité, pas un crime de jalousie, mais un crime de folie. Né d'un deuil si violent qu'il avait brisé son esprit. Son mari l'a quittée il y a 2 mois, dit-il, d'un ton pensif, comme s'il parlait à la pièce vide. 1 an après la mort de leur fille, il n'a pas supporté le chagrin. Elle est restée seule dans cette maison qu'elle appelait un tombeau. Il disait que j'étais un fantôme, murmura Éléonore d'une voix brisée. Mais je ne l'étais pas. Je l'ai vue, ma fille. Elle était vivante, élevée par une femme de ménage avec des chaussures usées. Le monde s'est trompé. Il a pris ma fille et l'a donnée à quelqu'un qui ne la méritait pas. Et vous avez voulu réparer l'erreur, dit le moine. Elle m'appartient, hurla Éléonore, redressant la tête, le visage ravagé, les yeux fous. Elle est ma fille. Elle s'appelle Émilie Lemoine. Se leva lentement. Il en avait assez vu. La rage et le calcul avaient tout disparu. Ne restait qu'une femme brisée, perdue dans un rêve devenu prison. Elle s'appelle Anna Madame Vasseur, dit-il d'une voix ferme mais compatissante. Et elle a une mère. Une vraie. Qui est en route à cet instant. Une mère qui l'aime plus que tout. Le moine quitta la pièce et referma la porte, laissant Éléonore Vasseur seule avec le fantôme de son enfant. Le trajet vers Paris fut flou, une succession d'acier et de pierres. Le sergent Léon Dubois conduisait son vieux pick-up impeccablement entretenu avec le calme méthodique d'un homme qui n'avait jamais cessé d'obéir à la discipline. Il ne roulait pas vite, ne doublait personne. Il avançait simplement solide, inébranlable vers son but. À côté de lui, Marie était tout l'inverse, les mains nouées sur ses genoux, les jointures blanchies, le regard perdu sur la route tremblante d'une énergie nerveuse et désespérée. « C'est un vieil homme, papa, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Il a 75 ans. Et s'il n'était pas assez fort? »« Arrête ma fille, » gronda Léon sans quitter la route des yeux. « Tu t'emballes. L'opératrice a dit qu'elle était saine et sauve. On s'accroche à ça. On n'invente pas des malheurs avant de les voir. Elle est si petite, » sanglota Marie, les larmes brouillant la vue. Elle a dû avoir si peur, seule avec cette femme. Elle n'était pas seule, répondit Léon d'un ton ferme. C'est ta fille, mais c'est ma petite fille. C'est une Dubois, elle sait quoi faire. Marie le regarda. Son visage était une carte de rides, ses cheveux gris, taillés courts et raides. C'était un vieil homme, oui, mais à cet instant, sa certitude était tout ce qui la tenait debout. Ils atteignirent la ville. Le vacarme les enveloppa, klaxons, sirènes, foule pressée. Léon se faufila dans les rues, menant à la gare de Lyon avec l'aisance d'un soldat en mission. Il se gara dans une zone interdite, plaça une vieille plaque « Ancien combattant » sur le tableau de bord. Qu'ils la remorquent s'ils veulent, dit-il, en coupant le moteur. Allons-y. Marie bondit hors du véhicule avant même qu'il ait terminé sa phrase. Elle courut vers la gare, le cœur battant comme un tambour. Léon suivait d'un pas long et régulier. À l'intérieur, le choc fut brutal. Après le calme du camion, le tumulte de la gare était assourdissant. « Où sont-ils » cria Marie, tournant sur elle-même au milieu de la foule. Léon posa une main ferme sur son coude. « Calme-toi, regarde,
Là-bas. Il désigna un agent de la police ferroviaire près du panneau d'affichage. Léon s'avança directement vers lui, Marie sur ses talons. « Officier, lança-t-il sa voix tranchant le vacarme. Nous cherchons un enfant. » Anna Dubois. Le jeune policier leva la tête. Il vit la posture militaire du vieil homme, le visage bouleversé de la femme. Son expression changea aussitôt. « Oui, monsieur, dit-il avec sérieux. Nous venons d'être informés. Elle est au poste par ici. » Il les fit passer par une porte marquée « Personnel, autorisé uniquement ». Le bruit de la gare tomba aussitôt de moitié. Il suivait un long couloir beige. « Elle est dans la salle familiale », expliqua l'agent. « Avec l'officier cynophile qui l'a retrouvée. Elle va bien. » Mais Marie n'entendait déjà plus rien. Le mot « Anna » résonnait dans sa tête. Elle aperçut la porte au bout du couloir et se mit à courir. Elle la poussa si fort qu'elle claqua contre le mur et le monde s'arrêta. Anna était assise sur un banc en plastique enveloppé dans une couverture grise, ses petits pieds ne touchant pas le sol. À ses pieds, un grand berger allemand reposait calmement. À côté d'elle, un policier parlait d'une voix basse et rassurante. La tête d'Anna se releva brusquement. Ses yeux ternes de choc s'illuminèrent à soudain. « Maman ». Ce mot fragile brisa l'air. Marie traversa la pièce en 2 pas. Elle tomba à genoux sur le sol lisse et serra sa fille contre elle, l'écrasant de tout son amour. « Oh Anna » sanglota-t-elle, enfouissant son visage dans les cheveux blonds de l'enfant. « Mon bébé, tu es là. Tu es en sécurité. » Les bras d'Anna s'accrochèrent à son cou avec une force désespérée. Elle ne disait rien, elle ne faisait que s'agripper son petit corps tremblant de tout son être. C'était la seule personne réelle au monde. C'était la maison. Je essaya de dire Marie, mais les mots se perdirent. Elle se contenta de la bercer, ses larmes trempant la veste rose de la fillette. « C'est fini, ma chérie. Maman est là. Tout va bien. » Léon entra derrière elle. Debout dans l'embrasure, ses vieux yeux perçants saisirent tout en un instant sa fille à genoux, serrant sa petite fille la bouteille d'eau à moitié vide. La couverture grise, le visage épuisé mais doux de l'agent de Chouin dans un coin, le grand policier debout par respect, et enfin le chien. Le berger allemand n'avait pas bougé, ni aboyé, ni même relevé la tête. Il restait couché le museau sur ses pattes, observant la scène. Sa queue battit lentement une seule fois. David s'avança, laissant à la famille un instant d'intimité. « Madame Dubois, dit-il doucement. » Marie leva la tête, le visage noyé de larmes et de soulagement. « Oui, merci. Merci infiniment. Je ne sais pas, elle va bien. »« Elle va très bien, » répondit David, la voix pleine d'une bonté fatiguée, un peu secouée, mais intacte. « Vous avez une fille incroyablement futée. » Marie hocha la tête, incapable de parler, et embrassa le sommet du crâne d'Anna. Le sergent entra complètement dans la pièce et referma la porte, le clic final, scellant la scène dans un calme sacré. Son regard croisa celui de David, un échange de respect silencieux, d'homme en uniforme à homme qui en avait porté un toute sa vie. Léon fit un bref salut de tête. « Officier » murmura David en retour. Le vieil homme s'approcha du banc, posa une main large et usée sur l'épaule tremblante de sa fille, puis tourna les yeux vers Anna qui observait depuis les bras de sa mère. « Tu as bien agi, ma petite Anna Bug, » dit-il d'une voix rocailleuse. « Tu as très bien agi. Tu t'es souvenu du jeu. » Un mince sourire mouillé apparut sur le visage d'Anna. Elle hocha la tête contre sa mère. « J'ai tapé, papy. J'ai tapé et tapé. J'avais peur. »« Avoir peur fait partie du jeu, » répondit Léon. « Mais tu l'as fait quand même. Et ça, c'est la partie courageuse. » Le regard d'Anna glissa vers le chien. Son petit doigt tremblant pointa. « Il m'a vu, papy. Il m'a vu taper. » Marie et Léon suivirent la direction de son geste. Elle ne pointait pas l'officier David,
mais bleu. L'attention du sergent, déjà consciente du chien, se fixa sur lui pour de bon. Il le vit vraiment, l'intelligence dans les yeux, la posture disciplinée, la vigilance protectrice autour d'Anna. Même maintenant, Léon restait un soldat. Il connaissait les chiens de guerre. Il en avait servi aux côtés d'eux. Il savait ce qu'ils comprenaient. Il s'approcha lentement. David se tendit une seconde. Bleu était un chien de service, pas un animal de compagnie, mais Léon savait cela. Il ne tendit pas la main, ne parla pas d'une voix douce. Il se tint simplement devant le chien droit, comme un soldat face à un autre. « Tu es un bon soldat, » dit Léon d'un ton bas. « Tu as entendu l'appel pas vrai bleu, percevant le respect et la fraternité tacite. » Leva la tête les oreilles dressées et fixa le vieil homme. Léon se tourna vers David. « Ce signal, le toc-toc-toc, dit David. Elle m'a dit que vous le lui aviez appris. » « C'était un code de mon unité, » répondit Léon sans quitter le chien des yeux. « Le corps canin, il y a longtemps. C'est comme ça qu'on signalait nos maîtres dans l'obscurité. Quand on était pris, on tapait au sol. Les chiens sentaient la vibration, percevaient ce qu'aucun humain ne pouvait entendre. » Une lueur de compréhension illumina le visage de David. « Mon Dieu, mais comment a-t-il pu savoir? Il n'a pas été formé pour ça. » « Il ne connaissait pas le code, » répondit Léon avec un profond respect. « Mais il a reconnu l'appel. Il a su qu'un être humain était en détresse. Il a vu un motif. Il a vu une enfant appelée à l'aide. C'est un vrai partenaire. » Léon tendit la main paume vers le bas. Bleu renifla les jointures calleuses. Puis, dans le silence du petit bureau, le sergent Léon Dubois fit quelque chose qui coupa le souffle à l'agent de Chouin. Il se redressa de toute sa hauteur raide comme une lame et porta la main à sa tempe dans un salut militaire net. Il ne saluait pas l'officier, mais le chien un soldat, rendant hommage à un autre soldat. Bleu sembla comprendre. Il souffla doucement, et sa queue battit 2 fois sur le sol. Marie, enfin calmée, essuyait le visage d'Anna avec le mouchoir que l'agente lui avait donné. « On rentre à la maison, papa, murmura-t-elle. Je veux juste la ramener chez nous. »« Vous allez bientôt pouvoir, » répondit David. La femme Éléonore Vasseur est en garde à vue. Elle a été arrêtée. Elle ne partira nulle part. Les genoux de Marie se dérobèrent. Arrêtée. Oh, merci, mon Dieu. Vous devrez déposer une déposition officielle. Madame, ajouta David avec douceur. Mais pas tout de suite. Un agent de votre commissariat local viendra demain. Pour ce soir, contentez-vous d'être sa maman. Merci, murmura Marie. C'est tout ce qu'elle put dire. Merci. Léon aida sa fille à se relever. Marie prit Anna à moitié endormie, lourde d'épuisement et de soulagement. Enveloppée dans la couverture grise, la fillette n'était qu'un petit paquet dans les bras de sa mère. À la porte, Anna remua. « Attends, » souffla-t-elle. Marie s'arrêta, la reposa au sol. La fillette tituba un peu, puis marcha d'un pas hésitant vers David. « Merci, officier David, » dit-elle en levant les yeux. « De rien, Anna. C'est toi la courageuse, » répondit-il en s'agenouillant. Puis Anna se tourna vers Bleu. Elle s'approcha du grand berger allemand, sans peur plus maintenant. Elle passa ses petits bras autour de son cou puissant et le serra fort. Anna serra sa joue contre le pelage chaud du chien. « Merci, Bleu, » murmura-t-elle. « Tu es le meilleur chien du monde. » Bleu, rompant exceptionnellement son professionnalisme, s'appuya de tout son poids contre l'étreinte de la fillette et tourna la tête pour lui lécher doucement la main. Anna rit. Un petit rire fatigué tremblant, mais un rire tout de même le plus beau son du monde. Puis elle retourna dans les bras de sa mère. Le sergent s'avança vers David et lui serra la main. La poigne du vieil homme était ferme comme un étau. « Vous avez un sacré partenaire, fiston. Prenez soin de lui. »« Oui, monsieur, je le ferai, » répondit David. « Et vous, monsieur,
ajouta-t-il en regardant Léon prenait soin d'elle. C'est une enfant très spéciale. Léon jeta un coup d'œil vers Anna blottie contre sa mère. Un rare sourire étira ses lèvres. « C'est une Dubois », dit-il simplement. La porte se referma doucement, laissant le petit bureau dans le silence. L'agent de Chouin expira lentement. En 20 ans, je n'ai jamais vu ça. Un salut militaire pour un chien. David s'adossa au mur. Il se sentait vidé comme s'il avait couru un marathon. Le sergent ne saluait pas un chien, murmura-t-il. Il saluait un soldat, et il avait raison. Bleu se leva, s'étira longuement son dos ondulant dans un soupir satisfait. Toute la tension des 2 dernières heures semblait s'envoler. « Ce signal, » murmura David pour lui-même. « Un code du corps canin, du Vietnam peut-être ou de Corée. Un morceau d'histoire oublié. Et cette petite connaissait ça, ajouta Chouin, secouant la tête. Son grand-père le lui avait appris, juste au cas où. Qui fait encore ça? Un homme qui connaît le monde tel qu'il est, répondit David. Il glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir au sol trop fatigué pour rester debout. Bleu s'approcha et poussa sa main de son museau froid. « Tu savais, hein, mon grand » murmura David en lui grattant derrière les oreilles. Le chien se pencha dans sa main, les yeux mi-clos de contentement. Tu n'as pas seulement senti la peur ou l'adrénaline de cette femme Vasseur. Tu as vu. Tu as vu cette petite main bouger. Tu as reconnu un motif. Tu as su que quelque chose n'allait pas. Tu as entendu son appel quand elle ne pouvait pas faire un bruit. Chouin observa le duo, un sourire fatigué au coin des lèvres. Vous deux, vous êtes vraiment une équipe. J'écris le rapport. Prenez 1 minute. Elle sortit, les laissant seuls. Allez, partenaire, dit David en se redressant. Fin de service. On rentre à la maison. Ce soir-là, la ville semblait à des années-lumière. L'appartement de Marie Dubois était petit, le mobilier usé mais propre. Il sentait la soupe au poulet et le savon à la lavande. C'était un vrai foyer. Dans la petite chambre, Anna dormait profondément emmitouflée dans ses pyjamas préférés, ornés de canetons jaunes délavés. Contre elle, serrée aussi fort qu'elle avait serré sa mère, se trouvait son ours borgne Barnaby. Marie était assise à la table de la cuisine, ses mains autour d'une tasse de thé fumant. Les tremblements s'étaient calmés, mais elle avait encore froid. Léon, sur le canapé, regardait distraitement les informations locales sur la petite télévision, le son presque coupé. Les images de l'incendie à l'écran paraissaient sans importance. « Elle n'a pas lâché son ours », dit Marie d'une voix à peine audible, les yeux fixés sur la porte ouverte de la chambre. « C'est son encre », répondit Léon, sans détourner le regard de sa petite fille. Elle se raccroche à lui. « Elle ira bien, ma fille. » Marie observa son père. Son profil, dans la lumière tamisée, paraissait solide et calme. « Elle a été si courageuse, papa. »« Oui, dit Léon. Mais elle n'aurait jamais dû avoir à l'être. » Une ombre de colère froide passa sur son visage, colère contre Éléonore Vasseur, contre un monde capable de ça. « J'ai été tellement stupide, » sanglota Marie. « J'ai laissé faire. J'ai fait confiance à cette femme. J'ai mis ma fille en danger. Tout ça parce que j'avais peur de perdre mon travail. » Léon se leva du canapé, vint s'asseoir en face d'elle et posa ses grandes mains marquées sur les siennes. Elles étaient chaudes et solides. « Arrête, » dit-il d'une voix ferme mais douce. « Ce n'est pas ta faute. Tu es une bonne mère. Tu travailles dur pour offrir une vie à ton enfant. Tu ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Le mal se cache, Marie. Il se cache derrière l'argent et les sourires polis. Ce n'est pas sur toi que ça retombe. » Il serra un peu ses mains. « Ce qui compte, c'est ce qui a suivi. Tu as compris. Tu as agi. Et Anna?
Anna s'est souvenue de ce qu'on lui avait appris. Ce qu'on transmet à nos enfants, on ne sait jamais quand ce sera ce qui les sauvera. Les larmes de Marie, qui avaient été celles de la peur toute la journée, devinrent des larmes de gratitude. Merci, papa, pour lui avoir appris, pour juste être toi. La famille d'abord, répondit Léon d'une voix douce. C'est la seule règle qui compte. Maintenant, bois ton thé. Elle va se réveiller, elle aura faim et nous serons là. Marie hocha la tête et but. Le thé était chaud. Elle était chez elle. Sa fille était en sécurité. La voiture de patrouille roulait lentement dans les rues sombres et calmes. La ville s'endormait. David Moreau rentrait chez lui 3 heures après la fin de son service. À l'arrière, Bleu dormait, respirant d'un souffle lent et régulier. Ses pattes remuaient légèrement, comme s'il courait dans un rêve. David observa son partenaire dans le rétroviseur. Le lien entre eux était particulier. Ce n'était pas l'amour qu'il portait à sa femme, ni celui qu'il avait pour ses enfants. C'était autre chose, une confiance absolue silencieuse. Bleu était un chien, mais aussi un officier, un gardien. David repensa à cette journée, à Éléonore Vasseur-femme, brisée par ce qu'elle avait perdu, au point d'essayer de voler ce qui ne lui appartenait pas. À Marie sa panique brute, son amour farouche. À Léon, vieux soldat, transmettant sa sagesse à une petite fille. Et à Anna, enfant minuscule, piégée dans un cauchemar qui n'avait ni crié, ni pleuré, mais qui avait su signaler. Le monde était plein de bruit, des cris, des klaxons, des annonces. Tant de vacarme qu'il était facile de se perdre facile pour un murmure de peur de se noyer. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, au milieu de tout ce chaos, une petite fille avait envoyé un signal, un ancien code de soldat, un appel muet à l'aide, et un chien au cœur, aussi courageux que celui d'un homme, l'avait entendu. David tendit la main vers l'arrière et posa ses doigts sur la tête endormie de Bleu. « Bon chien », murmura-t-il. « Bon soldat ». Bleu ne se réveilla pas, mais sa queue battit une fois dans le noir. Il savait qu'il avait accompli sa mission. Il avait ramené la perdue à la maison. Et c'est ici que notre histoire s'arrête pour aujourd'hui. Chaque fois que je partage une de ces histoires, j'espère qu'elle vous offre un moment pour échapper un peu au quotidien, pour flotter ailleurs. Dites-moi où vous étiez, ce que vous faisiez, en l'écoutant peut-être, en sirotant une boisson chaude, en vous relaxant dehors ou en finissant votre journée. Laissez-moi un mot en commentaire, je les lis tous avec attention. Et si vous voulez être sûr de ne pas manquer la prochaine histoire, un petit like et un abonnement nous aident à rester connectés. Nous travaillons toujours à rendre ces récits meilleurs. Alors, vos impressions et vos idées sont toujours les bienvenues. Merci d'avoir passé un moment de votre journée avec moi.